nostalgie. Et oui, ensemble, vivons un moment de nostalgie, un moment de bonheur. C'est vraiment ce que l'on souhaite en vous souhaitant d'abord une bonne matinée, un bon réveil, mesdames, messieurs. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes en train de suivre la matinale Bonjour d'Algérie de Canal Algérie. Voilà, il y a plusieurs Algéries qui se succèdent et Malish. Donc nous aimons notre pays, ce pays donc chéri par tous, fait l'objet justement de recherches de la part des historiens, à l'effet justement de dévoiler tous les aspects de son histoire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir justement de recevoir un auteur prolifique qui a à son actif une quarantaine d'ouvrages consacrés à son pays, c'est-à-dire l'Algérie, de différentes manières à travers justement des biographies de personnalités de notre glorieuse guerre, également justement des régions, des pans d'histoire. En fait, nous verrons le détail tout à l'heure avec Monsieur Amal Belkhoudia qui sera avec nous ce matin et ce sera sûrement un moment de plaisir pour les férus d'histoire. Aujourd'hui, dans Bonjour d'Algérie, on s'adressera à vous essentiellement, mesdames, encore une fois, à l'occasion de ce mois d'octobre, Octobre Rose, qui est consacré à cette justement campagne de sensibilisation à l'échelle planétaire. Donc l'Algérie n'est pas en reste. Nous avons ouvert différents dossiers relatifs à la prise en charge de cette pathologie qui vraiment menace la femme, le cancer du sein en l'occurrence. Donc on parlera encore de cet aspect aujourd'hui avec une spécialiste en scénologie qui nous dressera le tableau par rapport justement à tous les facteurs de risque et aussi les facteurs héréditaires. Donc aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous aurons le plaisir aussi de recevoir les représentants d'une association nationale. Donc l'association nationale pour la protection de l'environnement sera représentée ici même sur ce plateau par ses bénévoles et ses leaders, donc qui parleront d'une grande campagne de volontariat qui sera lancée à travers 3 wilayas très prochainement. Donc la wilaya d'Alger, Tizi Ouzou et Béjaïa sont concernés par ce grand effort de volontariat. Voilà, donc aujourd'hui, encore une fois, nous allons parler de développement personnel avec la présence justement d'un coach qui œuvre en ce sens. Il s'agit de Hakim Shaïb, expert en développement personnel, qui viendra donner tout un éclairage sur les changements d'habitude chez l'être humain. Donc voilà qui est dit. J'ai oublié certainement quelqu'un, mais il me semble que c'est Aïda Meshri. Aïda sera avec nous tout autant qu'Amel Laribi qui attend son tour et voilà d'avoir le relais pour nous donner les meilleures nouvelles du ciel. Alors c'est pour tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Je me réjouis, mesdames, messieurs, d'apporter toujours un sourire à notre ami Amel Laribi en début de matinale, c'est toujours le cas, mais tant mieux. Merci Radia. Oui, je t'en prie. Donc Amel, donc Oui. aujourd'hui tu attendais de la pluie, n'est-ce pas? Oui, on s'attendait à de la pluie, mais elle est retardée pour samedi. Retardé Donc, pourquoi? Bah, c'est comme ça, hein, ça arrive. La volonté divine. Exactement. En Si mythologie, Dieu le on veut. disait les dieux du vent, mais bon, aujourd'hui, on dira la volonté de Dieu. Là, c'est autrement, oui. Voilà. Donc, merci. Que disent donc les cartes aujourd'hui par rapport aux nouvelles du ciel? Eh ben, je vais détailler. Merci Radia. Bonjour à tous et bon réveil. Pour aujourd'hui, eh bien, on aura un ciel dégagé, un peu nuageux sur les régions de l'ouest et le centre, après dissipation de brumes et près des côtes ouest durant cette matinée. À l'est, par contre, on aura une alternance d'éclaircies et de passages nuageux, des nuages bas assez denses durant cette matinée qui peuvent engendrer quelques averses de pluie, mais vers les côtes de l'extrême est, puis de larges éclaircies devraient percer durant la journée. La moitié sud, excepté quelques voiles vers le Bécharoua, le Sahara central et le sud des oasis. Et bien ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie sur le sud-ouest, le Nord Sahara, l'extrême sud, le Gatassili et le Sahara oriental. Les températures, eh bien quant à elles sont plutôt agréables pour la saison. Le maximum 31 degrés du côté de Tlemcen, 27 Tiaret Al Bayad, 29 Alger Oran, 28 degrés à Tizi Ouzou, 25 à Annaba Constantine,
Constantine et Batna, 24 à Djelfa, au sud 32 degrés du côté de Djanet, 33 à Tamanrasset, 30 à Biskra, 35 Bécha, 32 degrés à Gardaya, 38 Ilizi, 40 à Insalah, 41 degrés du côté de Borj Badji Mourtar, 42 Tindouf et enfin le maximum 43 degrés à Hadrar. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt peu agitée sur les côtes ouest, mais très agitée sur les côtes centre et est. Les vents souffleront entre 30 et 40 km/h sur les côtes ouest de secteur nord-est, 20 à 30 km/h sur les côtes centre de secteur est à nord-est et 30 à 50 km/h sur les côtes est de secteur nord-ouest. Et on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 18h22 et pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup, Amel. C'est moi que merci. Oui. Est-ce que vous pensez au dépistage du cancer du sein? Oui. Oui. Ouais, Vous y avez pensé Moi, je l'ai fait, ça fait maintenant 3 ans. Ah, ça va. Vous êtes assez régulière. Oui, ça va. C'est bien. Non, je fais tout pour. Non, mais c'est très important. On se dit, ça n'arrive qu'aux autres, mais c'est vrai que lorsqu'on s'y prend à temps, lorsqu'on s'y prend dans les 6 premiers mois, aussi. Hein. Non, absolument. C'est vrai que c'est quand même une pathologie assez sournoise qui peut se développer rapidement. C'est vrai que ça peut se faire sur quelques mois, mais ça peut se faire aussi d'une manière tellement foudroyante qu'il faudrait quand même être proche de ses médecins, se dépister. C'est rien du tout, ça coûte pas grand-chose. Oui. Voilà. C'est juste une journée, une demi-journée, hein, c'est pas beaucoup. En tout cas, ils sont nombreux. Les belles, merci beaucoup et passez une excellente journée, Amel. Et donc voilà, ils sont nombreux à se déployer à travers le territoire en vue d'aider justement et de sensibiliser, d'aider surtout les plus démunis, mais aider aussi à la sensibilisation autour du danger du cancer du sein et des meilleures manières de parer à cette pathologie en particulier. Il s'agit de l'association Al-Fajr, en l'occurrence, pionnière en la matière. Donc, ils étaient les premiers à œuvrer dans ce sens. Et je dirais même des pionnières étaient au premier rang de cette association Al-Fajr, qui en est à sa 33e année justement d'activité et d'action en faveur de la lutte contre le cancer du sang. Donc tout de suite, nous allons suivre un reportage de Sabrina Khlifi qui s'est rapprochée de l'ensemble ou d'une partie de ces bénévoles d'Al-Fajr. L'association Al-Fajr est une association à but non lucratif qui a pour mission l'accompagnement et la prise en charge des personnes nécessiteuses aux moyens très limités et atteintes de cancer. Elle a été créée en 1989 par les défuntes Mesdames Yousfane Louisa et Mimi Rabhi. Elle est la pionnière dans le domaine en Algérie. C'est une association qui a été créée en 89 par qui se sont retrouvés avec la même pathologie en France et qui ont eu cette discussion entre elles. Elles se sont dites la chose suivante. Nous avons eu une chance de pouvoir partir se soigner à l'étranger. Qu'en est-il de nos concitoyennes? Et là, l'idée de la création de cette association qui prendrait en charge cette pathologie a pris naissance. C'est à partir de là qu'il y a eu l'idée. Et à leur retour, il y a eu une assemblée générale au niveau du centre Pierre et Marie Curie, où il y avait plus d'une centaine de personnes, de médecins, de professeurs, etc. Et il y a eu la création, avec comme objectif principal la prise en charge du patient, donc du malade atteint de cancer, et son accompagnement. Les malades, c'est notre famille. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ils sont là tout le temps, pour n'importe quel problème, de médicaments, de soulagement social, de soulagement psychologique. Ils sont tout le temps présents. Donc, si vous voulez, c'est la sonnette d'alarme. Nous, à chaque fois qu'il y a un malade, il se présente. Même il vient, il est envoyé
de partout. Nous avons un centre à Béchar qui est très actif, qui nous envoie régulièrement des malades, ne serait-ce que pour des dépistages ou pour des prises en charge de chimiothérapie ou de diagnostic. Donc, on est là pour pouvoir soulager un peu soit peu leur souffrance. 2011. لقيت un kyste قالت سي سوسبي عطاتني لا بيوبسي رحت لوبيتال مصطفى درتها لقيته هو. Après 2-3 mois, j'ai été hospitalisée. Vous avez subi une ablation? Oui. نحيتها gauche. Depuis 2013 وانا معاهم l'association. عاونوني بالبزاف. Cette catégorie de population, souvent originaire de régions lointaines, situées à l'intérieur du pays, n'a ni les moyens de se déplacer, ni même de faire face aux dépenses importantes de soins. C'est dans ce cadre que l'association intervient pour apporter son aide sur tout le territoire national. Vous savez, au début, les wilayats étaient restreintes, donc on avait 17. Là, nous avons lancé pas mal de bureaux. Et comme vous le savez bien, il y a des bureaux qui sont très loin. On a lancé à Tamanrasset et bon, malheureusement, l'éloignement ne nous a pas permis d'être très actifs et très proches. Donc il y a des bureaux qui ont été créés mais qui sont un peu en veilleuse. Elles participent selon leurs moyens, selon la région, selon l'éloignement, selon tous les problèmes qu'il y a. En principe, nous avons à peu près dans l'ensemble une vingtaine d'associations, dont ceux qui sont au niveau du nord sont très actifs, ceux qui sont un peu au niveau de la steppe un peu plus bas, moins, et puis ceux qui sont dans le sud, c'est le b.a.-ba de l'association, donc c'est pas évident. L'Oued qui est au sud et que lui, bon, c'est l'un des anciens bureaux, il fait partie des premiers bureaux qui ont été installés. Lui, il est d'une activité particulière dans le centre parce qu'il y a un centre qu'il prépare, parce que nous avons un centre, un CAC qui s'est installé à Aloued. Paraît-il qu'il y a même des gens qui viennent de Tamanrasset pour leur radiothérapie. À l'occasion de l'Octobre Rose, l'association organise plusieurs événements pour sensibiliser la population. Les hôpitaux seront installés chaque samedi au niveau du jardin d'essai d'Al-Hamma et chaque week-end au niveau des différents centres commerciaux d'Alger, ainsi qu'un match de football féminin qui se déroulera le samedi 9 octobre au niveau du stade de Kouba à 14h. Voilà, c'était cette association combien précieuse pour les malades atteints de cancer du sein. Et bien sûr, les praticiens de la santé sont tout aussi précieux et précieuses. Avec nous, justement, Madame Amina Abdelwaheb ce matin, les spécialistes en scénologie. Donc vous aussi, vous travaillez depuis à peu près la même période qu'elle fait par rapport à cette pathologie. Donc vos premiers pas en scénologie se sont faits il y a une trentaine d'années presque. Bonjour Radia, bonjour chers auditeurs, chers téléspectateurs. C'est vrai que je ne voulais pas donner un peu l'âge parce qu'on devine tout de suite l'âge, donc c'est vrai que ça fait à peu près 28 ans que je suis au CPMC, je m'occupe des patients atteintes de cancer du sein et je connais très bien l'association Al-Fajr et leurs activités. C'est vrai qu'ils nous ont toujours accompagnés avec d'autres associations bien sûr. Donc voilà, ça fait... c'est une grande famille en fait. C'est une grande famille, on ne peut pas travailler seul. Donc on est obligé d'être avec tout le monde. La preuve, la psychologue est et voilà, donc sa voix a un petit peu devancé son image. Il s'agit d'Aïda Mechri, donc également très précieuse pour ses conseils en psychologie. Vous aussi, vous allez apporter un éclairage ce matin au profit justement de ces malades atteintes de cancer de sein. Et partager surtout une expérience. Nous, on accompagne les familles, les enfants qui se retrouvent dans ces contextes. Comment vraiment parler de cette femme qui, en fin de compte, on ne parle pas d'une maladie, mais de tout un contexte social dans lequel elle se retrouve. Et voilà que les professionnels qui ont fait un chemin, ils ont l'intelligence, l'art et la manière de pouvoir vraiment accompagner ces femmes. C'est pas rien du tout. C'est vraiment un travail à longue haleine. C'est un travail de longue haleine qui a permis à notre invitée Amina Abdelwaheb
ici présente de constater lors du passage justement d'une patiente dans le reportage qui vient de passer, donc lors de l'intervention de cette patiente qui disait j'ai découvert après ma mammographie Bli Houa. Oui. C'est lui. Oui. Elle ne l'a pas nommé. Donc voilà, ça a été très bien relevé par Amina Abdelwaheb, ici présent. Donc Aïda, justement, ça nous amène à parler de l'acceptation, peut-être, ou au moment de l'annonce de cette maladie, comment aider le patient à accepter? Je crois que si on parle déjà de patients, voilà que c'est très important de dire qu'il y a une richesse humaine, que c'est très différent d'un profil à l'autre, d'une femme à l'autre, d'une personne à l'autre. Tout dépend de son éducation, de son parcours, de ce qu'elle a dans sa structure de personnalité qui fait qu'elle a ses défenses, elle a ses outils, elle a sa parole, son langage, elle a son bagage intellectuel, elle a son bagage culturel. Il y a quelque chose comme ça qui fait que chaque personne est différente de l'autre. Mais l'annonce, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on parle de accepter, il y a tout un parcours. Comment je peux accepter que j'ai juste une maladie chronique? Comment je peux accepter juste qu'il y a une différence? Nous, l'être humain, il a une compétence extraordinaire de se projeter dans l'avenir. Voilà, on rêve, on est là, on veut construire des maisons, acheter des véhicules, enseigner nos enfants, les accompagner. Et voilà, même dans la journée elle-même, chacun de nous se projette comment il va vraiment réaliser une meilleure journée, là où il va manger, il va inviter, il va appeler, il va beaucoup de choses, des tâches de cet ordre. Maladie vient justement pour nous rappeler qu'il n'y a pas cette continuité, il n'y a pas... Cette projection est menacée. Voilà. Absolument. Il y a comme un arrêt. Et vous savez, l'arrêt dans l'information, dans le vécu, dans le diagnostic, dans l'annonce, il y a beaucoup de choses aussi qui sont très précieuses dans comment je peux transmettre à l'autre, lui dire, lui annoncer que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, on va choisir ces mots justement, parce que aujourd'hui, si vous le dites ou vous le soulignez, une femme qui n'a pas la force de pouvoir citer, parler de cette maladie et de le dire, ça veut dire qu'elle a besoin de tout un parcours pour pouvoir vraiment digérer l'information, accepter, vivre un deuil d'une image d'un corps parfait ou d'un vécu parfait. Là où, voilà, moi vous êtes d'accord avec moi, juste si on touche la voiture, il a une petite égratignure va nous faire... Voilà, on a des réactions qui peuvent vraiment nous secouer de l'intérieur, on pense à beaucoup de choses. L'image du corps, c'est beaucoup plus précieux, c'est beaucoup plus profond, ça c'est une identité, c'est une force. Là où beaucoup de gens font abstraction, où ils vont trop vite. Moi, je crois qu'aujourd'hui, dans notre passage, le plus important à dire, faites attention, il faut s'arrêter, prendre le temps de pouvoir écouter ces femmes, les écouter, comprendre à quel seuil ils sont, à quelle étape ils sont dans ce processus, pour justement leur permettre juste de dire les mots. Mais après, quand on dit, on fait ce qui nous est demandé, un soin, une demande d'aide, un parcours, voilà, des personnes ressources, un traitement. Et si on arrive à ce niveau, c'est là où l'acceptation émerge, parce qu'il y a une autre personne qui va prendre le relais. C'est une démystification qui est nécessaire pour le malade, et puis aussi, comme vous dites, de placer les mots, et puis chasser des peurs, parce que c'est vrai que l'OMS annonce cette année que c'est l'un des cancers les plus fréquents chez la femme, c'est l'un des cancers les plus meurtriers, il est même maintenant placé avant le colorectal qui était au premier rang, et donc voilà, c'est vrai que ça effraie, on se dit, oh, il y a un risque de mortalité après ça. Donc comment réagir par rapport à cela, et comment aider le malade à oublier peut-être cette peur ou cette phobie? Moi je crois que dans toute la santé mentale aujourd'hui, il n'y a pas oublier, on ne peut pas effacer nos émotions, mais plutôt de les accompagner et de les rassurer, avoir une présence. Déjà d'emblée, je crois que le plus important c'est de ne pas laisser ces personnes seules, parce que vous savez, dans la détresse, dans la peur, dans la différence, dans le choc aussi, il y a des moments où de stress,
stress comme ça qui font que les personnes s'éclipsent pour justement que ce ne soit pas visible par rapport à l'autre, pour ne pas que mon mari prenne conscience que je ne suis plus la même, ou une belle-mère, ou la maman elle-même, pour ne pas effrayer les parents, pour ne pas secouer les enfants. Il y a quelque chose comme ça qui fait que les personnes, ils ont plutôt tendance à revenir un peu en arrière et à fuir un tout petit peu. Que ce soit dans le déni, hein, c'est un mécanisme de défense là où les personnes n'ont pas la force de pouvoir faire face, ou parce qu'ils veulent protéger l'autre, ou ils ne sont pas encore prêts pour pouvoir vraiment travailler cette étape. Ne pas les laisser seuls, je crois que c'est la première formule de pouvoir vraiment les accompagner, les soutenir. Et après, vous savez, il y a quelque chose aussi qui émerge, qui est la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie pour pouvoir vraiment mériter tout ça? Il y a quelque chose comme ça qui émerge dans la parole de ces femmes, qui fait que, voilà, c'est toujours de sa faute. Elle n'a pas fait, elle a fait, elle n'a pas dit. Il y a quelque chose comme ça que dans la détresse, vous savez, une simple phrase, peut secouer l'individu de l'intérieur de lui et nourrir surtout ses angoisses, cette anxiété, cette déprime. Souvent c'est des patientes qui pensent que le fait de ne pas avoir leur bébé, voilà, et c'est ça. Alors quand elles arrivent, et elles nous disent, pourtant j'ai bien allaité avec les deux. Et puis il y a certaines qui nous disent, ah c'est vrai, celui-là je ne l'ai pas vraiment utilisé, donc je n'ai pas allaité. Donc ce sentiment de culpabilité par rapport à l'allaitement revient très très souvent, comme vous le dites. Et voilà, dans la relation, ça va plus loin. Déculpabiliser les patientes et pouvoir les accompagner, avoir juste cette présence physique, présence dans le temps réel. C'est pas dire je suis là, mais c'est vraiment rester dans leur champ, à les accompagner, à les aider. Je crois que c'est très important pour pouvoir les soutenir. Très bien. Docteur Amina Abdelwahab, vous avez vécu ces moments d'annonce justement de la présence de la pathologie. Donc vous qui traitez toutes ces pathologies mammaires au quotidien, comment est-ce que vous abordez cet aspect avec vos malades? Oh, combien de fois nous avons eu à annoncer justement cette terrible nouvelle, hein. Mais on a appris en fait avec, comme disait ma consoeur, avec les patientes, on a appris à adapter le langage en fonction de la personne, en fonction de son acceptation de la nouvelle, je dirais. Souvent elles arrivent avec déjà une idée, parce que elles ont déjà fait leur mammographie, elles ont fait leur biopsie, et elles attendent le verdict chez le médecin sénologue, qui va bien sûr, qui est censé être le plus compétent de la chaîne pour annoncer le diagnostic. Et quand elles arrivent déjà avec une appréhension. On les voit, moi je les vois arriver. Il y a certaines personnes qui sont là, allez, je me prends en main et je sais que je vais guérir. Il y en a d'autres qui arrivent comme ça en se disant, ah, pourvu qu'elle me dise que tous les autres se sont trompés. Donc moi j'ai ma force, ma plus grande force, c'est mon sourire. Donc je le garde même dans les circonstances les plus, je veux dire les plus tristes. Donc déjà ça rassure. Puisqu'à chaque fois que j'ai une malade en face, elle me dit « Oh, vraiment, parce que donc j'allais dire, mon outil principal pour rassurer et pour que la malade puisse coopérer avec moi, c'est ça. Et donc quand on annonce la nouvelle, c'est toujours très difficile. Moi, quand c'est un cancer qui débute, je commence par leur dire « Alhamdoulilah ». Donc le fait de dire alhamdoulilah, elle est déjà tirée d'affaire. Alhamdoulilah, elle est faqtilou djiti. Quand c'est un peu dépassé, je dis il y a toujours quelque chose à faire. De toutes les façons, vous êtes là. Heureusement que vous avez fini par arriver, vous n'êtes pas resté chez vous. Et donc il y a des quel que soit le stade, vous rassurez. Et bien sûr, le psychologue va faire le reste et on va dire le plus important parce qu'il est obligé de passer du temps. Nous, on a quelques minutes avant de rentrer dans le vif du traitement ou du suivi. Mais le psychologue est là pour accompagner le malade et pour détecter justement la moindre fragilité, exactement. Et docteur, justement, donc dépister tôt, c'est un cancer de bon pronostic, donc le taux de survie reste stable à 87% selon les statistiques. Alors on a vu les choses changer. Alors elles ont changé comment? Beaucoup pensent que le fait d'agir, le fait que vous fassiez votre travail, les médias, les campagnes de sensibilisation et tout ça, beaucoup pensent, les avancées scientifiques, beaucoup pensent qu'on va éradiquer le cancer, ou là on va voir les chiffres diminuer. Or c'est totalement faux. Les chiffres vont augmenter, c'est une explosion mondiale. Ben oui, il se place au premier plan. Exactement, il se place au premier plan depuis déjà quelques années, pour ne pas dire décennies. Et non, là, on va agir
sur nos interventions vont aller sur la diminution ou l'espoir de diminuer les complications liées au cancer, voire les décès, puisqu'aujourd'hui nous avons plus de 4000 et quelques décès par an. Les chiffres ont été donnés la dernière fois au ministère de la Santé par le professeur Bouamra, et nous sommes à 14 000 cancers chaque année. Et ces chiffres vont augmenter. Il y a une augmentation qui est à peu près de 7,7%. Donc on ne s'attend pas à ce que les chiffres du cancer diminuent. Mais on espère que les décès liés au cancer diminuent, parce que c'est là qu'il faut agir. Donc on va agir sur la précocité du dépistage. Donc on revient toujours... Moi je préfère parler du dépistage que de parler du cancer en lui-même. Parce que tout le but est là. Quand le cancer est là, ben, on ne parlera plus de dépistage. Hein. Quand la femme arrive avec son cancer, c'est... Amina Abdelwahab, je pense que vous allez encore plus loin dans vos préoccupations. Votre cheval de bataille, c'est aussi d'aller, avant même l'avènement de ce cancer, de décoder un petit peu les facteurs de risque, notamment l'hérédité, n'est-ce pas? Vous avez beaucoup travaillé. Oui, justement, ça a été un peu ma spécialité. J'ai eu la chance avec le professeur Bendib, à qui je rends hommage aujourd'hui, d'ailleurs à chaque passage, parce que ça a été le papa de la scénologie. J'ai eu la chance d'arriver en 94 au CPMC, et tout de suite, il m'a jeté, j'allais dire, dans les familles. Et j'adore ça, parce que moi je parle beaucoup, et ça se passe. En fait, c'est ma façon de travailler, voilà. Il faut que j'ai ce contact humain. Et donc, je devais suivre les familles qui avaient certains cancers. Voilà. 2 à 3 cancers. Dès qu'une femme arrivait chez nous en consultation, on lui posait la question, donc ça faisait partie de l'interrogatoire. Madame, avez-vous dans la famille, vous avez un cancer, mais y a-t-il d'autres cas de cancer dans la famille? Et lorsqu'elle répond oui, on va citer ces cancers, on va citer l'âge à laquelle ils sont arrivés, et le nombre surtout. Alors, il y a des critères qui permettent de dire il y a une forte suspicion d'hérédité. Voilà. Sauf qu'il faut faire la différence, parce que donc on va leur dire plutôt des choses positives. On va essayer. On va leur dire des choses positives. D'ailleurs, c'est pour ça que j'avais oublié d'accrocher ma petite fleur rose. Donc, Inch'Allah, donc la petite fleur pour que le mois d'octobre reste rose et que même les autres mois... Cet espoir, cette vague d'espoir comme ça qui est transmise. Voilà, donc on va dire qu'il y a beaucoup de progrès. Et là, quand je vous ai dit la femme a des antécédents, ça ne veut pas dire que c'est un cancer héréditaire qui est dû à une mutation génétique. Ça peut être juste une famille. C'est comme une famille diabétique. Le diabète peut être transmis de génération en génération, comme il peut exister parce que c'est des gens qui mangent la même chose, qui mangent sucré. Ça peut être familial, mais pas héréditaire. Donc, il faut faire la part des choses. Mais là où on doit agir, c'est lorsque c'est héréditaire. Et on va, comme vous le dites si bien, Radia, on va aller chercher le cancer avant qu'il ne soit là, si jamais il a l'intention d'arriver. Donc, on va le chercher comment? C'est toujours par des moyens d'abord de sensibilisation. Ces femmes, on va leur dire attention, vous avez été malade, donc vous allez donner la chance aux autres de consulter plus tôt. Donc on va convoquer, ou on va inviter, parce que convoquer c'est quand même un peu plus dur, on va inviter le reste de la famille à venir en consultation en leur expliquant qu'il existerait probablement un risque mais pas une maladie, un risque de développer la maladie. Et là, on ne le dit pas comme ça, j'allais dire à langue levée, il faut le dire avec des preuves biologiques. Donc la patiente qui a un cancer est venue nous voir au début, on lui fait un test génétique. Lorsqu'il y a ce test, donc c'est un prélèvement de sang qui va permettre de rechercher l'agent causal, c'est-à-dire la mutation. Et si on la retrouve, ça veut dire que les autres membres doivent être testés. Et bien sûr, s'ils sont porteurs de cette mutation, on va devancer les choses. En recommandant peut-être un suivi. Parfois, on va jusqu'à des gestes prophylactiques, c'est-à-dire que ce sein qui a un gros risque d'être malade, de faire un cancer un jour, parce que quand on est là, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, on dit toujours que le temps est incapable. C'est-à-dire quand le cancer est là, eh ben, il faut traiter. On ne va pas dire, oui, on va l'effacer. On va bien sûr essayer de traiter la malade pour qu'elle ait le maximum de chances de guérir. Il est là, c'est bon. Donc, on va agir sur cette cellule cancéreuse qui probablement est vue à la mammographie de dépistage ou à l'IRM, ces familles on leur fait des IRM. Dès qu'on va
quelque chose qui arrive, vous savez, c'est comme un signal. On voit une anomalie, on ne sait pas si c'est malin ou là si c'est bénin, mais on se dit, il y a des antécédents. Donc, il vaut mieux prêcher par excès. Il vaut mieux prospecter. Voilà. Et si le test est positif, il y a 80% de risque pour que la patiente fasse. Il y a un exemple comme ça d'une comédienne très connue, Angelina Jolie, qui avait osé aller vers l'ablation de façon extrême, comme ça, pour prévenir l'avènement. L'histoire d'Angelina Jolie m'a vraiment facilité la consultation, on appelle ça une consultation d'oncogénétique. Parce que j'avais beau expliquer aux femmes et aux époux, parce que quand on reçoit une femme en consultation, on reçoit toute la famille, hein, et souvent, moi, quand elle est accompagnée, je demande toujours si le mari est en salle d'attente et je le reçois parce qu'il faut parler bien sûr quand elles acceptent parce que certaines malheureusement refusent que le mari partage la nouvelle, elle partage ses informations, mais c'est dommage parce que le fait que ces femmes refusent, le mari se détache complètement et après ça cause des gars, il ne fait pas attention à moi, il ne m'a pas soutenu, donc il y a ce point de départ qui est très très important hein, déjà à l'annonce. Donc ça on le voit et Angelina Jolie m'a franchement facilité. Alors dès que je dis Angelina Jolie, bon en plus c'était une belle femme, une actrice et tout, donc les gens la connaissaient, hein, c'était une donc, femme publique. Donc tout de suite, oui, Angelina Jolie, elle s'est fait enlever les seins, elle s'est fait enlever les ovaires parce qu'elle avait une mutation positive, parce que sa maman et sa tante avaient fait le cancer. Donc ça a été prouvé. Elle a enlevé pour... Bon, elle a enlevé ses seins. C'était aussi pour rester... On va dire pour rester jeune, parce que bon, elle avait oui, elle avait une espérance de continuer une carrière qui était en plein essor et tout. Donc ça nous a facilité. C'est exactement ça, vous avez bien fait de citer l'exemple. J'ai cité l'exemple et vous avez approfondi en parlant de la présence de l'homme dans la vie de cette femme qui subit cette pathologie qui vient des fois. Donc, Aïda Mechri, que vous pouvez parler de cet aspect aussi, l'accompagnement de la femme par son conjoint, la manière justement de... Rapidement, je vais placer les mots comme ça, c'est la dynamique du couple. Vous savez très bien que voilà, un couple, ce n'est jamais un plus un, hein, ce n'est pas deux personnes, mais c'est vraiment le compromis des deux personnes. Donc c'est vraiment un chiffre de 3. Avoir cette dynamique, avoir les chances, c'est de pouvoir réussir avec le partenaire. Un troisième vécu, une co-construction dans laquelle il y a un partage, il y a une histoire, il y a beaucoup d'amour, il y a une vie intime, il y a une force, il y a beaucoup de choses. Et je crois que dans cette dynamique ou dans l'échange avec les partenaires, ça varie, ça change. Il y en a ceux qui ont vraiment réussi à construire quelque chose avec leur partenaire, ils sont en train de vivre ensemble pour faire face à ces problèmes de vie, voilà, les problèmes d'enfants, du vécu, du travail, choses dans excusez-moi, on a vu ça, excusez-moi, on a vu ça chez les hommes. Chez qui, bon, la femme est enceinte et c'est l'homme qui a des contractions. Voilà. Ah oui, les signes sympathiques, pour ne pas dire les signes antipathiques de grossesse. Et ça, c'est les hommes qui sont là, la grossesse. Et vous avez raison de dire que, franchement, c'est un parcours à deux qui devient un parcours... C'est pour ça que l'amour est visible et l'échange il est visible. Il suffit juste, on ne le parle pas, mais il faut juste voir deux personnes qui sont ensemble et vous pouvez vraiment comprendre dans leur regard, dans leur manière de se serrer la main, de s'asseoir, qui ouvre la porte, qui passe, qui prépare la chaise, je crois que dans les entretiens, juste un entretien professionnel, avec cette empathie, Madame nous parle de son cœur, comment elle accompagne ses femmes et comment elle écoute ces gens, vous savez, cette force d'écouter et de vivre ces moments nous donne la force de ce lien, il nous donne un tout petit peu la dynamique qu'il y a de l'intérieur. Il n'y a pas un couple parfait. Il n'y a pas, bien sûr, ce n'est jamais un fleuve, un long fleuve, comme disait tout à l'heure Amel Laoui. Il serait trop monotone. Oui, ce serait monotone. On terminera donc... C'est pour ça qu'on dit que le conflit, des fois, il est vital. Le conflit, il permet d'équilibrer les forces. Donc, il ne faut pas avoir peur, mais plutôt de chercher la complicité. On va peut-être terminer sur une note utile aussi pour les téléspectateurs ou les spectateuses d'aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut le dire. Bref, les femmes qui nous suivent aujourd'hui, on va peut-être donner rappeler les facteurs de risque. Vraiment, comment est-ce qu'on peut aussi, à part l'hérédité, faire attention à certains aspects comportementaux aussi alimentaires. Donc, voilà.
vraiment brièvement, on va les rappeler. Toute la problématique est là. En fait, aujourd'hui, il faut essayer d'aller, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut passer avant le cancer. On ne va pas parler de l'après-cancer ou l'aide du cancer. Qu'est-ce qui va nous permettre? On parle de prévention. Qu'est-ce qui va nous permettre un jour carrément d'éradiquer le cancer? Il y a des facteurs de risque sur lesquels on peut agir, il y en a d'autres sur lesquels on ne peut pas agir. Donc pour aller rapidement, donc vous avez le facteur hormonal. On sait très bien que ce qui différencie l'homme de la femme, c'est les hormones. Voilà pourquoi c'est les femmes qui font le plus de cancer du sein, donc il y a 99%. Donc si on peut éviter, il y a des hormones naturelles, c'est bien, donc elles ne font pas vraiment de mal, mais il y a des hormones exogènes, externes, c'est la pilule, c'est la pilule contraceptive, c'est tout ce que peut prendre une femme lorsqu'elle n'a pas d'enfant, donc c'est l'inducteur d'ovulation, et c'est le traitement hormonal substitutif pour que la femme reste jeune après la ménopause. Donc tous ces traitements, on ne va pas les interdire, mais il faut que le gynécologue qui est lui-même apte à prescrire ou à interdire ces produits puisse agir et lui-même décider. Donc ça, c'est des éléments importants. On a parlé de l'hérédité, on n'y revient pas, parce que l'hérédité est un facteur de risque qu'on ne peut pas éviter, malheureusement. Par contre, il y a l'obésité, la malnutrition, la sédentarité. Il faut la contrôler. Donc je pense que ces deux facteurs, hormonal et le facteur sédentarité, obésité, sont très très importants, puisque l'obésité, les graisses se transforment en oestrogènes, en hormones, et donc ça va être des hormones exogènes. Donc essayons de réguler notre alimentation, notre mode de vie. Nous devons changer certaines choses. Éviter le tabagisme, bouger, et bien manger. Et voilà. bien s'alimenter. Donc une alimentation saine, riche en fruits et légumes, normalement, pourrait aussi prévenir notre corps. Donc abuser de vitamine C, mesdames, messieurs, également. Voilà, on peut ça va être la période. Beaucoup de vitamines. Donc la saison. merci, merci pour cet éclairage ce matin en faveur justement du dépistage, de la compréhension de la pathologie du cancer du sein. Mina Abdelwaheb, je rappelle que vous êtes toujours spécialiste en scénologie. Vous exercez dans un établissement très au centre Pierre et Marie Curie. Mais... Oui. Donc vraiment, c'est la première cellule de prise en charge qui a été créée dans ce sens en Algérie. Rappelons donc qu'une grande campagne de sensibilisation suit son cours actuellement et que au niveau de la grande poste, par exemple, si vous êtes à Alger, vous avez la possibilité d'un dépistage gratuit. Et je suis le médecin. Voilà. Vous pouvez rencontrer justement. Exactement. Donc je suis dans la caravane et hier nous avons reçu 60 femmes qui passaient, celle qui avait acheté son pain pour aller préparer, pour aller nourrir sa famille, celle qui a acheté ses tomates. Donc toutes ces femmes qui passaient par là ont vu la caravane rose et se sont présentées. On a fait un examen clinique et on a donné un bon de gratuité pour faire une mammographie, donc chez un radiologue. Donc ça, c'est grâce à un donateur. Les Algériens sont généreux quand ils veulent. Voilà, j'espère qu'ils continueront de l'être, parce que c'est vrai, éradiquer une telle pathologie, c'est vraiment l'affaire de tous. Il faut conjuguer les efforts entre vraiment praticiens de la santé, société civile et puis individus et aussi pourvoyeurs de fonds. Merci beaucoup Aïda Mechri pour votre éclairage sur le volet psychologique de la en charge du cancer du sein. Je vous souhaite une excellente journée, mesdames. Merci. Et puis également, mesdames, si vous nous suivez, continuez justement de le faire parce que le programme est encore plus riche devant. Nous allons parler de notre pays, de l'Algérie. Mais avant de recevoir le prochain invité et parler de l'histoire de notre pays, nous allons ensuite faire une visite orientée par Nassiba Djaïdir à travers les stèles et monuments justement commémoratifs de la capitale. C'est pour tout de suite. Petite virée dans les rues d'Alger et sur ses hauteurs pour découvrir ou faire découvrir des stèles et sculptures commémoratives. Dans la commune d'El Medenia, ex-Clos-Salambier, le groupe des 22 à l'origine du déclenchement de la guerre de libération nationale. Ils étaient jeunes et animés par un patriotisme avec des idées révolutionnaires. Ils étaient convaincus que l'heure de la révolution armée avait bel et bien sonné. Leurs noms resteront gravés dans l'histoire de l'Algérie et dans la mémoire collective. Une mémoire collective que l'on se doit de préserver pour que nul n'oublie. Dédouche Morad, une des figures emblématiques de la révolution algérienne. À El Moradia, ex-La Redoute, son quartier natal, une sculpture à l'effigie de ce militant nationaliste de la première heure.
Ce shahid avait à peine 27 ans lorsqu'il est tombé au champ d'honneur un 18 janvier 1945, les armes à la main. Ce chef historique a combattu corps et âme pour l'indépendance de l'Algérie. Si nous venons à mourir, disait-il, défendez nos mémoires. Au centre-ville d'Alger, une autre sculpture pour perpétuer la mémoire. Mustafa Ben Boulaïd, un martyr qui a sacrifié sa vie pour l'indépendance de son pays. Son nom symbolise la résistance de tout un peuple et sa détermination à retrouver sa souveraineté. Son parcours révolutionnaire, son dévouement et son charisme ont marqué l'histoire de l'Algérie. Place Émir Abdelkader, un symbole de la résistance contre le colonialisme français. L'émir Abdelkader, ce chef militaire et spirituel de l'époque, était un homme de culture. Père fondateur de l'État algérien moderne, il a eu un parcours historique. Cette personnalité nationale et universelle, dotée de valeurs humaines les plus nobles, s'est distinguée par des actes héroïques tout au long de sa vie. Au port d'Alger, pour que nul n'oublie, la statue du Docker. Statue érigée à la mémoire des victimes du 2 mai 1962. Un attentat sanglant perpétré devant le bureau d'embauche par l'OAS a coûté la vie à des dizaines de travailleurs et a fait autant de blessés. Ils ont payé de leur vie leur attachement à l'indépendance de leur pays. La rue Mohamed Belouizdad, ex-Bellecour, une autre page d'histoire, devoir de mémoire. Évoquer le 11 décembre 1960, c'est se remémorer les manifestations populaires dans plusieurs villes d'Algérie. Dans ce quartier populaire, femmes, hommes et enfants sont sortis pacifiquement en scandant leur refus du colonialisme et ont affirmé leur amour pour une Algérie libre et indépendante. Ils ont brandi le drapeau aux couleurs vert, blanc, rouge et bravé les forces coloniales. Ce jour-là, des centaines d'Algériens sont tombés en martyrs sous les balles assassines militaires. Le 11 décembre 1960, un des événements les plus marquants de l'histoire héroïque du peuple algérien. En cette journée de commémoration, gloire et honneur à nos martyrs. Gloire et honneur à nos martyrs, c'est aussi donc une autre manière de leur rendre vraiment honneur et gloire, justement, c'est de raconter leur histoire, d'être vraiment le témoin ou plutôt d'offrir la possibilité de revisiter leur parcours. Et bien sûr, c'est ce que fait notre invité suivant dans Bonjour d'Algérie, Jedobella, Monsieur Amar Belkhoudia, bienvenue. Bonjour, bonjour. Vraiment ravi de vous retrouver. Ce sera difficile de cerner ou plutôt de synthétiser un peu votre parcours en 2 mots. Je dirais que vous êtes journaliste, historien, romancier, poète, docteur honoris causa, membre fondateur de la fondation L'émir Abdelkader et d'autres. Voilà, je ne vais pas tout dire tout de suite, mais en tout cas, on est ravis de vous retrouver ce matin. Vous qui êtes un des auteurs les plus prolifiques, vraiment ayant pu justement approfondir la recherche et aussi apporter un éclairage précieux de l'histoire de notre pays, l'histoire glorieuse de notre résistance notamment. Oui, c'est une vocation, mais aussi une passion pour le passé de mon pays. Vocation, j'ai toujours aimé ça, toujours aimé ça. Le journalisme m'a donné aussi une occasion de performance, de continuer de développer en moi le goût à l'investigation. L'investigation, c'est votre point fort. La plupart de mes travaux, c'est aller là où le sujet, le thème n'a pas été suffisamment exploité ou pas tout à fait méconnu. Voilà, absolument. C'est ça l'histoire, c'est une écriture perpétuelle, mais c'est aussi donner toujours quelque chose de nouveau. Quand j'assiste à des cours, il y a un historien, professeur Yahya Doron, maître Laïrhamou, et Monsieur Belkhoudia, chaque fois que nous vous rencontrons, vous apportez quelque chose de nouveau. Une découverte. Oui, absolument. Voilà. Je viens d'écouter le documentaire qui vient de passer et elle a évoqué la pensée ou la sentence
de Didouche Morant Oui. qui nous dit ici, il nous arrive de mourir, défendez notre mémoire. Oui. Ah, je considère que nous avons une dette morale vis-à-vis de tous ceux qui ont donné leur vie pour ce pays. Et cette dette morale, c'est les évoquer, c'est continuer à écrire, continuer à dire à nos enfants, à nos universitaires, garder une attache solide avec votre patrimoine culturel et historique. Vous êtes vous-même une pierre angulaire de ce patrimoine, je dirais. Vous êtes l'arpenteur de la mémoire. C'est ainsi que vous qualifie votre fille Khadija, qui a écrit quand même votre biographie. Elle a jugé que c'était nécessaire de le faire parce que vous avez à votre actif pas moins de 40 ouvrages dédiés à ces aspects. Absolument. Voilà. Et vos pamphlets, vos essais, vos écrits journalistiques font polémique souvent et vous contestez facilement ce qui est contestable. Oui. Et puis voilà, vous osez en matière d'histoire. Je suis passé dans une émission de Youssef Saïh, mais avant l'entretien, c'est une jeune journaliste qui devait faire mon portrait. Et elle m'a posé plusieurs questions, entre autres, pourquoi vous avez choisi le métier de journaliste? J'ai dit pour dire la vérité, tout simplement. Tout simplement, pour dire la vérité. Pour dire la vérité, effectivement. C'est pas aussi simple que ça. Donc, ma satisfaction morale aujourd'hui, c'est quoi? C'est d'abord avoir versé au patrimoine mes ouvrages, mais une vingtaine d'ouvrages sont cités en bibliographie et font référence et sont cités par des historiens nationaux de mon pays, mais aussi par des étrangers. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que le contenu de certains, je ne dis pas tous peut-être, pour être modeste, ont une valeur historique. Oui, une valeur référentielle. Quand il y a un historien comme Sylvie Thénault ou Gilbert Minier cite mes travaux dans leurs ouvrages, ça c'est une mention spéciale. Ça veut dire que l'investigation a apporté ses fruits. Absolument. Et que voilà, tel ou tel pan de notre histoire a été dévoilé avec preuves, avec témoignages, avec la rigueur. La rigueur qui est due à ce type de travaux. Et quand je parle de la rigueur, s'il vous plaît, justement, vous m'incitez à dire des choses que peut-être que je ne dis pas assez souvent. C'est qu'en 25 années de journalisme, je n'ai pas eu un seul démenti. Oui. Ça, c'est... Et sur les 40 ouvrages, pas non plus un démenti. Pour dire, ah, M. Boulkhou, je vous ai trompé. Oui. C'est la base de la recherche, c'est la rigueur. Et ça, la rigueur, elle nous a été enseignée par un géant de l'histoire, un grand philosophe, c'est Abderrahmane Ben Khaldoun. Ibn Khaldoun, effectivement. Donc, Ibn Khaldoun, donc, qui est passé par Tiaret, votre ville natale. Il a passé 4 ans à côté de Frenda, dans un village qui s'appelle Taouazout, pendant 4 ans, là où il a rédigé ses prolégomènes. Oui. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous demander aussi, à monsieur l'arpenteur de la mémoire, donc vous qui exhumez justement tous ces faits, ces événements historiques peu connus ou pas connus du tout, donc quelle est votre satisfaction justement quand vous arrivez au bout d'une investigation qui n'a pas été dévoilée du tout? Ah, je reviens à une pensée de Gandhi, le Mahatma Gandhi. Oui. Il vous dit ceci. La satisfaction, elle est dans l'effort et non dans le résultat. D'accord. Moi, quand j'ouvre un chantier et je commence à travailler dessus, je passe 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, la satisfaction, c'est dans cette recherche. Oui. Une fois que je termine le travail, hop, ça y est, c'est livré. Oui. Donc Gandhi a raison, parce que on est passionné quand on trouve un document, quand on trouve un gisement, quand on trouve... C'est ça la véritable satisfaction. La satisfaction, c'est l'inédit. Oui. L'inédit, c'est-à-dire apporter quelque chose de nouveau, verser quelque chose de nouveau, aller là où d'autres ne sont pas encore allés, et terminer. Je ne dis pas que j'insiste sur une chose, que mes travaux ne sont pas définitivement clos. Oui. C'est des balises d'autres chercheurs. L'université doit former des historiens professionnels pour terminer le travail. Pour compléter, effectivement, pour compléter. Vous êtes parmi justement ces auteurs qui ont choisi de dénoncer aussi la présence coloniale en Algérie ou en Afrique.
de manière générale, vous n'avez pas parlé que de notre pays par rapport à cette privation de liberté et aussi à la culturation qui a eu lieu, à toutes ces exactions, tous ces massacres. Vous les avez dénoncés notamment par exemple dans Barbarie coloniale en Afrique. Voilà. Et massacre dans la Mitidja, on citera Al-Hammam et la montée du nationalisme. Et ils sont nombreux, vous avez cité des martyrs, ils sont nombreux, Ali Maashi entre autres, Farhat Abbas, bon, c'est pas martyr, mais disons que vous lui avez consacré aussi un aspect. Vous avez parlé voilà, en parlant de personnalités méconnues, Marie-Claire Boyer, donc cette martyre de Tagdemt, c'est ça? Donc ils sont nombreux, les ouvrages, encore en citer d'autres, mais voilà, c'est-à-dire que pensez-vous justement de tout ce qui se dit actuellement? Voilà, à la veille de ce 1er novembre, à la veille du 17 octobre, nous sommes très heureux de vous recevoir en qualité de chercheur et d'historien. Après toutes des déclarations qui ont un petit peu offusqué les Algériens, j'imagine que vous qui écrivez l'histoire, qui racontez la mémoire de nos martyrs et de nos moudjahidines, étiez certainement secoués. Le phénomène malfaisant qui a porté de très graves atteintes au peuple, c'est les colonialismes. Les colonialismes sont venus comme un cancer pour l'humanité. Absolument. Et il y a eu une destruction systématique des peuples conquis, destruction physique et destruction systématique de la personnalité. Le drame, c'est que les anciens empires coloniaux refusent d'assumer et de renier un peu le fait colonial, qui n'a pas apporté des choses agréables à l'humanité tout entière. Au contraire, les peuples en ont souffert. Dans la barbarie coloniale en Afrique, je fais un voyage à travers certains pays et je m'arrête à Madagascar. Madagascar, en 1949, 89 000 Malgaches ont été exterminés. C'est un événement qui n'a pas été traité. Trop médiatisé. Il reste méconnu. Le colonialisme, il a commencé par un massacre à Blida le 27 novembre 1830. Déjà, aussitôt l'agression, aussitôt on débute cette occupation par un massacre à Blida, novembre 1830. Et cette présence française dans notre pays, elle se termine le 17 octobre par un autre massacre. Ça veut dire quoi? Que l'idée coloniale n'a pas tellement évolué. Ils sont restés campés sur cette démarche de porter des atteintes à l'intégrité physique du peuple. Le 17 octobre, on va terminer cette histoire sombre. Quand je dis que les empires coloniaux, moi je dédicace certains de mes ouvrages. Et je dis, colonialisme et racisme, deux frères siamois, monstrueux et abjects. Parce que le colonialisme n'aurait jamais bien fonctionné sans le racisme. C'est une condition importante dans tous les mécanismes du colonialisme. Maintenant, vous prenez un enfant de 3 ans, vous lui donnez un vase, vous lui dites, allez, porte-le dans tel ou tel endroit. Comme il ne maîtrise pas encore, il n'a pas la dextérité, il risque de lâcher et briser le vase. Ce qui m'incite à dire aujourd'hui que l'histoire est une affaire très sérieuse pour être confiée à des porteurs de vases qui vont la briser. La briser. Pourquoi? Parce que l'histoire est chose sérieuse pour que le profane ne se permette pas à donner des avis alors qu'il n'a pas toutes les compétences pour analyser ou interpréter. Et puis, j'insiste sur une chose, c'est que de 1830 jusqu'en 1962, tout ce système a fonctionné avec pétard inacceptable, entre autres le mensonge. Le mensonge a été une caractéristique permanente
Aujourd'hui, on Et écoute vous- des et vous- insanités, et vous- on écoute des oui. insanités. Et vous avez toujours été vraiment face à cette désinformation. Vous avez toujours dénoncé absolument. tout type de désinformation liée à l'histoire. Et puis, La il y a- falsification, vous en avez horreur. Et puis il y a des effectivement. justifications saugrenues. Alexis de Tocqueville ou Étienne Pélissier, Oui. à ne pas confondre avec Pélissier qui a enfumé toute une tribu. Les enfumades du Oui. Dahra, effectivement. Cet Pélissier dont je parle tout de suite, c'est un fonctionnaire. Les deux, Tocqueville, entre autres, qui justifie le crime collectif, justifie le massacre en disant ceci. Ah, nous regrettons, mais ce sont les nécessités fâcheuses de la guerre. Ah, je regrette, je regrette. L'émir Abdelkader a résisté aux Français, mais il n'a jamais été partisan d'une guerre cruelle. Absolument. D'une guerre cruelle. Il a cru en la bonne foi de son ennemi, Absolument. qu'il l'a vraiment floué par la suite, Oui, il a en été- le mettant dans une geôle, dans une prison. C'était un homme loyal. Et Alors il avait en qu'il lui face avait de- promis l'exil déjà. Un homme d'État de son envergure avait été trompé déjà par ce colonialiste qui ne l'a pas pris en considération, et qui n'a pas eu d'égard ni pour son rang, ni pour vraiment sa stature. Et c'est vrai qu'il n'y avait aucun respect pour l'Algérien à l'arrivée de cet envahisseur quelque part. Et voilà, il y a eu des exactions, des crimes contre l'humanité qui ont été exécutés. Vous les citez dans vos ouvrages. Guelma 45, par exemple. Vous avez parlé des enfumades du Dahra. On disait, voilà, ces personnes qui ont été enfermées dans des grottes et enfumées comme des bêtes, ou comme oui, voilà, des familles entières avec voilà. Une tribu entière. Une tribu entière décimée. Oui. Donc voilà, il y a un ouvrage, Misère, crime et famine, autant coloniaux, donc qui raconte aussi tout ça. Encore un sujet qui n'a pas été suffisamment traité. Les famines dans notre pays. Les famines dans notre pays, c'est encore un autre malheur qui est la conséquence de la colonisation. Jusqu'avant 1830. Oui. On sait que dans cette région, dans cette contrée, l'Afrique du Nord, il n'y a jamais eu de famine. Jamais eu de famine, pourquoi? Parce que la société agraire était si bien organisée qu'on utilisait ce qu'on appelle les silos souterrains, le matmora. Les silos souterrains, parce qu'on sait que dans cette région, il y a une année de bonne récolte, et puis 3 mauvaises qui vont suivre. Donc, il y a un régulateur, c'est le silo souterrain. Les Français, quand ils sont venus, ils ont détruit cette organisation agraire. Alors, on va connaître une série de famines dans notre pays. Encore un phénomène induit par les structures capitalistes du colonialisme. On raflait tout, la production, on n'a pas besoin d'avoir un régulateur. Et ainsi, beaucoup de tribus ont souffert Oui, depuis Rome, depuis l'Antiquité, voilà, l'Algérie souffrait de ces empires qui souhaitaient profiter de ce grenier. Oui, Donc, de on ce était grenier, grenier de Rome, subitement. on était le grenier de la France avant qu'elle vienne, qu'elle arrive sur notre terre. Donc voilà, vous racontez tous ces pans d'histoire, c'est passionnant. Vraiment, j'acquiesce l'appellation de votre fille qui vous appelle l'arpenteur de la mémoire est vraiment judicieuse, mais vous n'êtes pas que ça. Vous êtes aussi poète et sensible à la cause palestinienne, entre autres. Vous dénoncez donc, voilà, vous dénoncez l'occupation en Palestine et je pense qu'aujourd'hui vous voulez proposer un poème dédié à la Palestine. Mais rapidement, j'ai livré 2 ouvrages, Les crimes génocidaires d'Israël et le deuxième ouvrage, Israël dans les crimes et l'impunité. J'ai 2 autres ouvrages que je viens de déposer. Israël, le bagne des Palestiniens. C'est un véritable bagne. Les prisons les plus horribles et les plus effroyables se trouvent en Israël. Je parle aussi d'un chapitre réservé à la femme palestinienne. Ah, mon Dieu, ces femmes palestiniennes de 20 ans, de 18 ans, qui ont accepté de combattre pour leur souveraineté, pour leur dignité, pour leur liberté.
Je continue à travailler sur... Et d'offrir cette continuité à travers leur progéniture. Sur ce drame-là. Voilà, de continuer, d'offrir une progéniture pour assurer la continuité de la Palestine. Sur le drame palestinien, sur la tragédie palestinienne que l'humanité tout entière doit endosser. J'ai quelques mots là, pour le Palestinien. On aimerait bien écouter justement, vous écouter en qualité de poète aussi. Oui, alors, pour le Palestinien, je dis ceci. Toi, le Palestinien, toi, l'abandonné de tous, toi qui as pour seul compagnon l'exil, mais c'est un drame que ce peuple soit éparpillé comme ça. Toi, la patrie à qui on a volé la patrie, pour la changer en camp des humiliés. On les appelle les camps de réfugiés. C'est les camps de la mendicité de la charité internationale. Toi qui supportes tout seul la croix, oui, porteur de croix comme Jésus et Isa ibn Maryam, toi qui supportes tout seul la croix, toi le supplicié qu'on refuse de voir, toi Abel des temps actuels, Abel a été tué par son frère Caïn, toi Abel des temps actuels, que tous les Caïns du monde assassinent tous les jours, toi qui occupes le temps qui passe et celui à venir, tu seras la mauvaise conscience de tous ceux qui te font périr, de tous ceux qui te laissent mourir, toi le Palestinien. Oui, merci beaucoup. On est ravis en tout cas de vous recevoir aujourd'hui. Monsieur Ahmad Belkhodja, c'était un plaisir de rappeler cette bibliographie ô combien riche vous concernant. Donc à votre actif, plus d'une quarantaine d'ouvrages consacrés à l'histoire, aux personnalités de ce pays. Donc c'est une occasion pour nous de réinviter ceux qui voudraient avoir un regard sur notre histoire, à replonger à travers ces écrits ô combien précieux, ô combien inédits par moment, donc c'est à découvrir absolument. Merci. Donc l'arpenteur justement de la mémoire était parmi nous ce matin. Merci pour le compliment. Merci à vous, en tout cas, vous êtes humble et modeste comme les grands hommes voilà, de ce monde. Absolument, c'est une vertu importante. Voilà, je rappelle que vous êtes journaliste, romancier, poète, vous êtes aussi docteur honoris causa et puis membre fondateur de la Fondation El Amir Abdelkader. Merci infiniment. Je donne une conférence samedi à 14h sur l'Émir Abdelkader à Dar Abdellatif. Très bien, très bien. Donc voilà qui est dit. Donc tout de suite, nous allons parler de développement personnel avec l'invité suivant, mesdames, messieurs. Restez avec nous. Voilà, notre invité est déjà arrivé sur le plateau. Il s'agit d'Abdelhakim Chaïb, expert en développement personnel. Donc, ravi de vous retrouver sur le plateau de Bonjour d'Alger. Vous êtes en train d'éteindre le téléphone. Vous avez tout compris. Voilà, on a deviné. Ce sont des gestes connus quand même. Hein. Des gestes connus. Bonjour, merci pour l'invitation.
Très bien. Merci à vous d'être avec nous, d'apporter un petit éclairage par rapport à l'aide qu'on peut apporter à l'être humain, voilà, au quotidien, en termes de développement personnel, d'encouragement dans les différentes étapes de sa vie. Très bien, merci encore une fois. Donc d'abord, on commence par une petite définition du développement personnel, une définition un peu basique, c'est l'amélioration de la qualité de vie de la personne par la personne. Donc c'est un peu prendre un peu le ownership, prendre la responsabilité de son bonheur. Je sais que le mot est assez fort. Certains disent retrouver nos propres mammouths. Oui, ça c'est effectivement, c'est la personne que nous sommes réellement et que nous voulons aussi être, parce que là aussi c'est de ça qu'il s'agit. Donc le développement personnel, et puis chacun la qualité de vie qu'il veut avoir, donc la qualité de sa vie, donc avoir la main sur ça, c'est déjà, et puis on parle de paradigme par exemple, donc le paradigme c'est notre façon de voir les choses. Donc des fois on veut changer un résultat dans notre vie, mais on fait le focus, ce qui est un peu une erreur, on fait le focus sur le résultat, donc il faut faire le focus sur nos habitudes qui vont faire qu'on va changer le résultat. Donc c'est ça le point, c'est un peu d'oublier le résultat. Je sais que c'est un peu... Et parfois, les personnes sont assez timides ou assez réservées pour laisser, comment dire, s'épanouir celui qui est au plus profond d'elle-même. Donc c'est une manière aussi de les accompagner. Et bien là, vous parlez justement, vous évoquez quelque part la confiance en soi, qui est une compétence, une compétence. Donc il y a des gens qui ont confiance en eux-mêmes, il y a des gens qui l'ont un peu moins. On a tendance à penser que c'est inné. Nous, on ne le pense pas en tout cas. On pense que c'est ça veut dire qu'on est tous nés avec les mêmes capacités, et puis maintenant c'est comment que chacun se développe. Je discutais tout à l'heure avec vos collègues, on parlait de l'environnement, on parle beaucoup de l'environnement, et on dit mais les enfants, vous savez, les parents, l'empreinte. Comment vous expliquez que deux enfants de même parents puissent avoir deux destinées différentes? En fait, c'est parce que c'est le caractère. L'environnement a son impact effectivement, mais ça dépend ça dépend de la nature de la personne, ça dépend de comment nous sommes. Très très brièvement, vous prenez de l'eau bouillante, vous mettez un œuf, il devient dur, vous mettez une carotte, elle devient molle, vous mettez du café, ça change la couleur de l'eau. Donc en fait c'est ça, c'est l'impact que nous avons sur l'environnement et non pas l'impact que l'environnement a sur nous. C'est de ça, le développement personnel, c'est plus ça. Très bien. Donc les coachs justement qui offrent la possibilité d'accompagnement, de développer aussi développement personnel. Donc ce sont ces réceptacles des signes avant-coureurs de cette personnalité, de ses faiblesses et de ses points forts, c'est ça? Donc et après, comment est-ce que vous agissez? Vous faites, c'est quoi la recette? C'est quoi? Donc si vous permettez, donc je m'appelle pour les téléspectateurs, donc mon nom est Hakim Chaïb, je suis coach chez Franklin Covey. Franklin Covey est un leader mondial dans le développement personnel, et nous représentons Franklin Covey en Algérie à travers notre institut Yes We Share Institute, et ce que nous faisons justement, c'est d'aider les personnes à être une meilleure version d'eux-mêmes. Ça veut dire que chacun, dans la compétence que la personne veut développer. C'est ça un peu, je pense que j'insiste beaucoup sur ça, parce que c'est très important. Il y a une personne qui voudrait être une meilleure maman, il y a une personne qui voudrait être un meilleur papa, il y a une personne qui voudrait être une meilleure épouse. Et il y a des pratiques. Le développement personnel, il y a des pratiques. Ça peut être aussi d'ordre professionnel. On peut aussi amener une personne à aller vers plus de performance, plus de rendement. C'est bien cela. Franchement, je cite un ami chirurgien en Algérie, un professeur en chirurgie, pour vous dire un peu, parce qu'on se pose toujours la question de l'utilité, mais aussi de l'existence de cette pratique en Algérie. Est-ce qu'elle est efficace? Un ami professeur, un professeur chirurgien qui prend, vous savez, en Algérie, qui prend la peine et l'investissement de venir se former en management, il m'appelle hier, il me dit Hakim, j'applique des pratiques de management qui ont fait que un résident, parce que c'est un professeur, donc un résident vient, il me dit merci, je ne t'oublierai jamais. Je sais que ça sonne un peu à l'eau de rose, mais ça fait l'impact qu'on a sur la vie des gens, c'est qu'ils soient meilleurs sur ce qui leur tient le plus à cœur. Absolument, absolument. Donc ça peut aider finalement. Donc, et même si on n'est pas coach, vous citez l'exemple de ce chirurgien, si on a les outils, si on a le code à même de nous amener à stimuler les autres, on peut en faire des hommes meilleurs et des femmes meilleures. Je suis sûr que c'est ce que vous faites, je peux me permettre, dans votre qualité de leader. Parce qu'en fait, dans le leadership,
et on est tous leaders quelque part. Vous voyez, dans une fête, moi je donne toujours l'exemple, en Algérie c'est un exemple assez, dans une fête, vous avez toujours quelqu'un qui prend le leadership. En fait, c'est pas une position, c'est pas la personne la plus, c'est pas l'aîné, c'est la personne qui prend le leadership, et ça, donc elle va coacher les autres. On a eu la crise de la Covid récemment. Vous savez, il y a toujours dans les familles, on a tous été d'une manière ou d'une autre touchés. D'ailleurs, une pensée pour les personnes qui ont perdu des êtres chers. Oui. Mais vous allez voir que dans la famille, il y a toujours une personne qui a pris le lead, qui était là, c'est la personne à contacter. Est-ce que là, l'oxygène, de ceci, ça c'est du leadership. Et qui soutient, qui prend charge, qui nourrit la famille, qui s'occupe des provisions, qui s'occupe de l'achat des médicaments. Plus que les autres. Parce qu'en fait, il y a une compétence, encore une fois, une compétence, le leadership. Donc c'est pour ça que quand on dit le développement personnel, c'est se développer de l'intérieur. C'est travailler sur son caractère. Oui. Là, vous avez conseillé, vous venez avec 2 livres que vous voulez conseiller justement aux téléspectateurs. Allez-y. Très bien. Donc le premier, c'est les 7 habitudes des gens très efficaces de Stephen Covey. Donc c'est le livre que nous représentons en Algérie. Nous faisons une formation sur les 7 habitudes des gens très efficaces. En fait, c'est une formation qui aide les personnes à être plus efficaces sur tout ce qui leur tient le plus à cœur, quel que soit. Ça veut dire, donc des artistes, encore une fois des mamans, des encore plus concrètement, vous venez de citer comme ça des corps de métier ou des profils, mais citez-nous des exemples concrets par rapport à ça. Franchement, donc des exemples concrets, nous avons par exemple là, dans la gestion du temps, nous faisons la habitude, c'est la gestion du temps. Donc, la gestion ça, c'est pas le point fort de l'Algérien. Parce qu'on pense qu'on n'a pas le temps, et tant qu'on pense que c'est parce qu'on n'a pas le temps, on va se dire, parce que alors que c'est faux, c'est un peu presque que je dis, c'est ma seule fatwa, je dis que c'est haram, celui qui dit qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a tous 24 heures, chaque jour on a un capital de 24 heures. Mais comment nous utilisons ces 24 heures? Comment nous donnons la priorité aux priorités? C'est ça le livre, le deuxième livre, c'est donner la priorité aux priorités. C'est qu'en fait, c'est que je dis à la personne que je ne peux pas faire du sport. Vous savez, on rêve tous d'avoir des corps de rêve et puis de faire du sport. Et puis je suis là. Vous un peu moins parce que vous l'avez un peu. La pandémie a fait qu'on prenne quelques kilos de plus. Alors la pandémie n'aidant pas effectivement, mais en fait il y a autre chose. Il y a aussi ce que voilà. Donc mais s'il y avait plus de, on aurait peut-être glisser ça dans les priorités, ça se passerait mieux. Et si vous ne le faites pas, vous savez, moi je fais beaucoup de capsules aussi, on essaie de vulgariser. Donc la dernière capsule était sur la gestion du temps. Ouais. Il y a eu, je pense que Facebook n'a pas besoin de publicité, donc je vais dire que il y a eu une coupure des réseaux sociaux pendant 6 heures. Absolument, il y a eu cet incident cette semaine. Oui. Alors si je peux me permettre, comment vous avez vécu les 6 heures, franchement? Moi, le plus normalement du monde. Moi, je n'ai pas subi, j'ai mis le téléphone de côté, comme disait Amel tout à l'heure. Je vous félicite, franchement, je vous félicite, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas affecté ou touché par un fléau actuel. I'm not addicted. You are not addicted, absolument. Yes. Vous avez parce que nous autres qui ont été affectés peut-être plus ou moins de manière plus importante, ça veut dire que quelque part, Facebook, les réseaux sociaux ont une place importante dans notre vie. Oui. Ça veut dire que c'est une priorité dans notre vie. Est-ce que je suis d'accord? Je ne suis pas sûr, parce que c'est un fait. Mais en fait, quand on ça a son utilité, mais est-ce que vraiment c'est une priorité? La question est à se poser. C'est Pascal qui disait tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Bien sûr que ça a son utilité, mais la question c'est de bien gérer. Parce que sinon, quand on dit 1 heure de lecture, on parlait de lecture, M. Boukouza, vous avez reçu, M. Boukouza tout à l'heure, on parlait de lecture, il parlait de la paresse intellectuelle, il disait qu'il y a la réalité du livre en Algérie, la réalité du livre en Algérie, mais je pense que ça dépend du lecteur. C'est qu'il n'y a pas assez de lecteurs. Et quand vous posez la question, on vous dit « j'ai pas le temps ». Et là, on challenge les gens en leur disant « voilà, tu n'as pas le temps de lire ». Mais est-ce que tu passes combien de temps? Et le téléphone peut le dire. Tu lis. Tu passes combien de temps sur Facebook? Tu passes combien de temps sur YouTube? Et là, on se rend compte qu'on passe des heures sans se rendre compte sur les réseaux sociaux et on ne peut pas investir quelques minutes, demi-heure, 1 heure sur le livre. Donc l'idée, c'est qu'on essaie de changer le mindset, nous changeons le paradigme des personnes en pensant vraiment à comment les aider à être plus efficaces sur, encore une fois, ce qui leur tient le plus à cœur. Oui, en tout cas, la première question que vous nous avez posée en arrivant sur ce plateau, c'est de combien de temps nous disposons? Et c'est vrai que ce temps imparti à la séquence touche à sa fin, et vous l'avez très bien quand même exploité. C'est un exemple, c'est un bel exemple de la gestion du temps en tout cas. Ça fait un plaisir, merci beaucoup. Oui. Alors, je pense que vous avez aussi un événement annoncé, il y a une formation c'est une formation en développement personnel, les 26 et 27 octobre au Hayat Regency sur les 7 habitudes des gens très efficaces. Donc c'est une formation, je vais vous dire juste nous avons la prétention de dire que nous changeons la vie des gens.
Et c'est franchement, c'est la formation qui fait changer la vie des gens parce que nous changeons les habitudes. Et quand on change les habitudes, nous changeons les résultats. On vous demande de répéter l'adresse, s'il vous plaît. Alors, c'est les Voilà, 26 et 27 octobre à l'hôtel Hayat Regency. Voilà. Et puis, je vais faire un peu à l'égyptienne, si vous permettez. 37, 3 x 5, 3 x 50, c'est notre numéro de téléphone. Et surtout à votre service parce que c'est vrai que nous faisons de la formation, mais nous faisons du partage. C'est Yes We Share Institute. Yes We Share Institute. Donc, si vous avez envie de plus amples détails concernant ces formations en développement personnel, ben voilà, tout a été dit. Merci à notre invité, Hakim Chaib, de nous avoir apporté cet éclairage. Je rappelle qu'il est expert justement en la matière. Donc, merci encore une fois. Et puis, on va pour ce qui suit. Voilà. Vous êtes très aimable avec ça. Merci beaucoup. Voilà. Quant à nous, voilà, la suite se fera avec les représentants d'une association parmi les pionnières, justement dans le domaine de la protection de l'environnement. C'est pour tout de suite, après ce reportage signé Meriem Moussaïd et qui nous fait voyager à travers l'univers du bougainvillier. Novembre en fleurs. À l'heure où les arbres se dégarnissent de leur feuillage, les bougainvilliers nous offrent un dernier spectacle de couleurs avant la grisaille de l'hiver. C'est dans une pépinière à Stawali que ces bougainvilliers bouturés en mars renforcent leur système racinaire. Originaire du Brésil et rapporté par l'explorateur français Antoine de Bougainville, cet arbuste s'est acclimaté sous toutes les latitudes tempérées. Symbole de l'été et des beaux jours, le bougainvillier est une plante grimpante qui fleurit pratiquement plusieurs fois par an. Ces fleurs, aux couleurs vives, offrent un spectacle de couleurs. Rose, rouge, orange, jaune, blanc et mauve. Cet arbuste est idéal pour palisser les haies, les murs ou tout simplement orner un bout de jardin. Facile d'entretien et à la croissance rapide, cet arbuste nous offre des couleurs et du graphisme. Mais sans le parfum, car les fleurs du bougainvillier ne sont pas odorantes. Mais ce détail n'a nullement freiné son succès. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire. Voilà, ils sont parmi nous, comme promis. Il s'agit donc de Nassera Bessa. Bienvenue. Vous êtes la présidente de l'Association nationale algérienne pour la protection de l'environnement et vous êtes accompagnée d'une des fourmis de cette association, donc un membre très actif, en l'occurrence Rabah Idiri. Bienvenue. Merci. Votre siège principal se trouve du côté de Tizi Ouzou, donc à Zasga pour être plus précis, n'est-ce pas? Et voilà, donc vous êtes mis, voilà, vous avez développé vos actions déjà depuis 2018, c'est bien cela? C'est-à-dire que les démarches ont commencé de la création de l'association effectivement en 2018. Donc, comme je vous l'avais expliqué déjà précédemment, ça a duré à peu près 2 ans. Les 2 premières années, on les a consacrées à la création de l'association. Donc, notre agrément a été validé en 2020.
Par conséquent, vu que l'épidémie est tombée justement entre-temps, donc on avait perdu une année, on vient à peine de récupérer donc l'agrément, on est prêt à partir, à vous battre pour l'environnement, à crier surtout, à se défendre, à défendre l'environnement. Effectivement, voilà. C'est vrai que quand on est à Azazga, quand on vit dans cette belle contrée, donc très verdoyante à l'époque, hein, je dirais, donc Azazga, c'était des petits villages perchés en haut de la montagne, comme ça, la brique au milieu de la verdure. C'est un paysage féerique qui a été, hélas, un petit peu entaché par les feux de forêt qui ont eu lieu cette année. Tout à fait. Terrible. C'est un sujet que je voulais évoquer justement parce que je profite de cette occasion justement qui a été les feux de forêt qui ont ravagé la Kabylie pratiquement dans toute sa globalité, pour lancer un appel au niveau de toutes les associations environnementales et au niveau des autorités locales, que ce soit les maisons de l'environnement ou au niveau des daïras et des communes, pour qu'ils se dressent, pour qu'ils s'unissent, pour que vraiment ils se mobilisent pour pouvoir faire quelque chose, parce que l'arrière incendie a révélé quand même un environnement très fragile. C'est même pas fragile, je dirais plutôt très malsain. Hélas. Donc nous tous, autant qu'association, si nous restons actuellement inactifs face à cette image qu'on vient de découvrir, très honnêtement, on servira à rien. C'est vrai qu'il faut conjuguer les efforts, il faut conjuguer les efforts, il faut s'unir, parce que ce sont des milliers d'hectares qu'il faut un petit peu réhabiliter, qu'il faut aider, qu'il faut... voilà. Et puis, il n'y a pas que la faune, la flore, il y a aussi les habitants même de ces espaces. J'imagine que vos actions touchent tous ces aspects. Mais l'incendie a révélé vraiment, après cette affaire d'accident, il a révélé des tonnes de déchets qu'on a jetés sur Terre. D'accord. Des tonnes. Oui. Il a donné notre propre image. Ça a dénudé ce qui était caché par les arbres et la verdure. Ouais. Donc nous, on est obligés de trouver la solution à ces déchets. Donc voilà, votre cheval de bataille, c'est la gestion justement des déchets, la sensibilisation autour justement des comportements. Je pense que, je l'ai toujours dit, bon, ça paraîtra peut-être un peu bizarre pour ceux qui nous écoutent, mais je pense que la sensibilisation au niveau de la population algérienne, je pense qu'il resterait à faire à ce niveau-là. Tout le monde est au courant de la situation environnementale en Algérie. Qui reste encore ignorant, c'est en fait l'action. Il faut que chacun puisse être responsable de lui-même. Parce que quand on voit des gens arriver sur les plages avec des paniers de nourriture et passer la journée en famille, c'est très agréable. Manger à l'air libre, c'est très agréable aussi. Mais voir ces mêmes personnes quitter la plage en laissant derrière eux déchets, déplorable. Effectivement, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne pour dire voilà, ça c'est inadmissible. Et c'est comme ça dans tous les domaines. Les gens qui roulent en voiture, ils prennent une canette de bière ou un petit pack de jus, ils le balancent par la fenêtre, c'est pareil. Ça m'a toujours révolté. Il m'est arrivé souvent de klaxonner comme ça sur l'autoroute pour dire non, c'est un geste qu'il ne faut pas répéter quand même. Absolument. Voilà, jeter des bouteilles par-dessus la fenêtre. On jette de l'argent. De l'argent, oui, tout à fait. On jette de l'argent. Oui, parce que les déchets maintenant, c'est une manne. C'est vrai qu'on récupère tout maintenant. On récupère le plastique, on récupère le métal. Tout est récupérable, tout est recyclable et tout est réutilisable. Sauf que bon, c'est vrai que les gens ne sont pas au courant justement de l'importance de ces déchets. Des déchets. En fait, les déchets, c'est beaucoup d'argent. Et c'est vrai qu'on manque aussi de solutions et notre association est là justement pour créer ces solutions. Parce que moi, quand je me suis décidée à créer cette association, je me suis d'abord posé la question du pourquoi j'ai une association environnementale alors qu'il en existe des tas.
déjà. Donc, je suis allée sur le terrain, j'ai constaté moi-même ce qu'il en est. J'ai suivi beaucoup d'associations pour comprendre pourquoi, malgré l'existence de ces associations-là, on n'avance pas. J'ai compris et j'ai vu que beaucoup d'associations s'investissent, donnent beaucoup de leur temps pour l'environnement, et malgré ça, elles se retrouvent à la fin un peu épuisées. Et j'ai compris que c'est la solution, en fait, qui manque. Et notre association est là aujourd'hui pour créer ces solutions. D'accord, donc ces substituts qui permettront justement de récupérer peut-être ces déchets au profit d'un recyclage, au profit d'une réhabilitation. Notre association s'engage aujourd'hui à créer des centres de tri et de recyclage, un par wilaya, un point de chute dans chaque commune. Ce point de chute, en fait, il servira à récupérer les déchets déjà triés. On envisage aussi de mettre en place un tri sélectif à la Donc ces déchets, ils vont être récupérés, ils vont être vers ces points de chute. Justement, c'est l'endroit où tous ces récupérateurs qui courent un peu les rues pour trouver des canettes, qui vont de poubelle en poubelle et pour non, ils perdent du temps, en plus ils se salissent, en plus ils récupèrent leurs déchets sales, alors que là, ça va récupérer propre et de le travailler. De l'emmener directement à l'usine, voilà, l'atelier pour le travailler. Voilà, pour le donc, travailler. Notre but, je le précise encore, donc créer un point de chute dans chaque commune, faire un tri sélectif à la source et créer un centre de tri et de recyclage. C'est une opération énorme. C'est énorme comme Tout opération. à fait, parce que quand on le dit comme ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand je parle avec eux, ils ont l'impression que je rêve, parce que... Mais or que non, non, je rêve pas, c'est tout à fait possible. On peut commencer par 2 communes, j'imagine, ensuite 3, ensuite 4, et voilà, et ça va se généraliser. On peut même commencer par une wilaya complète. Il suffit juste de s'organiser. Et tout est dans l'organisation. Il y a eu des expériences pilotes qui ont apporté les fruits. Les gens, dans certains quartiers pilotes, ont appris à trier leurs déchets, à mettre le plastique de côté, le papier. Ça se fait beaucoup ça maintenant. Se fait Il y a des villages qui sont maintenant ont remporté des prix un peu partout en Kabylie, c'est bien. Ils font beaucoup de prix aussi. Après, j'ai pas bien compris comment ce tri se fait. Bon, parce que c'est vrai que le tri sélectif chez eux, il est fait. Mais est-ce que la commune récupère en maintenant ce tri et de quelle manière? Je ne sais pas comment c'est géré, mais c'est une très très bonne chose. Oui, c'est une initiative louable à l'instar de l'Aïd al-Adha, où vraiment les communes et aussi voilà, toutes les instances en charge de ces aspects ont conjugué leurs efforts et ont appris aux personnes à ne plus jeter, mais à avoir des points de chute pour ces pots qu'on jette n'importe comment avant, et maintenant on les récupère, elles servent justement aux artisans. Voilà, donc voilà, on arrive au terme de cette émission déjà, ça va vite, hein, une matinale. Hein. Merci d'avoir été avec nous, donc on terminera par votre appel, parce que vous lancez une grande campagne de volontariat. Pas si les images ont été lancées. Les images ont été diffusées depuis tout à l'heure. On appelle pour que la wilaya de Tizi Ouzou se mobilise, mais alors dans sa totalité, pour pouvoir débarrasser la nature et l'environnement de toute cette pollution, parce que c'est très important. Si on laisse ça comme ça, une fois que la végétation est revenue, c'est trop tard. Et le drame, c'est que si cette pollution reste dans la nature, le jour où il va y avoir des grosses pluies, vu qu'il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien pour retenir l'eau, il va y avoir des inondations énormes. Oui. D'accord, très bien. Donc, on va terminer avec vous, Rabah Idiri. Donc, qu'est-ce qui vous a stimulé le plus à rejoindre voilà, mais rapidement, hein, vraiment, qu'est-ce qui vous a le plus motivé à faire ça, à être volontaire pour la préservation de l'environnement? D'ailleurs, moi, je travaille dans le domaine de recyclage. J'ai une entreprise de recyclage, donc, dans lequel j'ai fait un petit projet dans la wilaya de Bijaya, là où j'ai sensibilisé des gens. Donc, la valeur, on doit apporter et donner l'importance. Quel type de déchets exactement? Je suis spécialisé dans le recyclage
une valorisation de polyéthylène, la famille de polyéthylène. Excellent, excellent. Et Dieu sait que c'est utile pour l'industrie. Voilà. C'est très... Donc, je demande aux gens concurrents, le déchet, il a une valeur qui peut aider notre pays à ajouter une valeur pour notre économie. Et à être voilà, un moteur pour l'emploi aussi. Hein. Ça permet aussi de créer des postes d'emploi, ça va engendrer des postes d'emploi. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Rappelons à ceux qui viennent de nous rejoindre que nous parlions à l'instant de l'Association nationale algérienne pour la protection de l'environnement. Retenez cet intitulé parce qu'il lance prochainement. Donc c'est quand voilà, un grand effort de volontariat, c'est de grande envergure à travers Alger, Tizi et Béjaïa. Et puis bon, ça pourrait se répandre sur tout le territoire national après par la suite, c'est possible. Très bien, merci Nasser Abdessa, vous êtes la présidente de l'association. Merci également à Rabah Ediri. Donc tout a été dit par rapport à cela. Pas tout, mais disons l'essentiel, mesdames, messieurs. J'espère que vous profiterez de toutes ces informations distillées aujourd'hui dans Bonjour d'Algérie. Je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Bon week-end à tous. Demain, vous retrouverez Nour El Houda Bouzgaou ici même dans juste ce plateau de Bonjour d'Algérie. Au revoir à tous.